Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Patricia Lemarchand, je suis généticienne, clinicienne au CHU de Nantes. Donc, je vois des patients qui ont des maladies génétiques ou pour lesquels il y a une suspicion de maladie génétique. Et aujourd'hui, je vais vous exposer ce vers quoi nous allons, la médecine génomique, et se poser la question, est-ce qu'on va vers une médecine prédictive? Alors, comme vous le savez, on assiste à une révolution technologique en termes de séquençage de l'ADN, puisqu'on a, je ne sais pas si vous voyez la flèche, on a un début du séquençage dit de bas débit maintenant, en Sanger, en 77, et puis ensuite le lancement du grand projet de séquençage du génome à partir de 90, qui a mis 11 ans pour la première version du génome, qui a fait la une des revues Nature Science, évidemment, et puis le génome complet en 2003, donc beaucoup de temps. Et ensuite, on voit l'arrivée du séquençage haut débit, dont je vais reparler juste après, en 2005, avec une accélération et vraiment une optimisation du séquençage. Alors, on passe vraiment d'un séquençage bas débit, gène par gène, à un séquençage haut débit. On parle aussi de Next Generation Sequencing, donc NGS, je pourrais utiliser l'abréviation, où on a là en une réaction des millions, des milliards de séquences, ce qui permet de séquencer un exome. Donc un exome, ça représente seulement, on dira, 1,5% de notre ADN, mais ce sont les régions les plus importantes, puisqu'elles correspondent aux régions codantes de nos 21 000 gènes. Et on peut envisager aussi le séquençage du génome. Alors là, c'est 100% de notre ADN, donc des 3 milliards de paires de bases nucléotidiques. On voit une rapidité dans ce séquençage, mais aussi une accessibilité qui a largement augmenté. Vous voyez le coût du séquençage qui a diminué de manière drastique en 15-20 ans, et une utilisation très importante en recherche. Donc, vous voyez le nombre de publications ici qui augmente, et une arrivée de ces séquençages en diagnostic. Alors pour nous, généticiens cliniciens qui voyons essentiellement des maladies rares, c'est un apport crucial pour le diagnostic. On estime qu'il y a à peu près 7000 maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique. Elles concernent principalement des enfants, sont souvent sévères, et depuis le NGS, eh bien, on a une augmentation d'identification de nouveaux gènes, de nouveaux variants, qui permet d'augmenter le diagnostic pour ces patients et le conseil aux familles. Pour exemple, dans les troubles neurodéveloppementaux, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 1500 gènes qui sont impliqués. Donc il y a une grande hétérogénéité génétique. Et vous voyez sur ce graphique qu'on a un taux de diagnostic qui était très modéré auparavant. Ici, on a, avec l'arrivée d'une étude chromosomique par puce ADN, donc avec une résolution plus améliorée par rapport au karyotype, déjà un bond dans le taux de diagnostic, mais surtout depuis l'arrivée du NGS, avec aujourd'hui un taux de diagnostic qui est de l'ordre de 50-60%. Là, vous avez résumé les études pangénomiques que l'on peut faire, donc pangénomiques sur l'ensemble du génome, depuis la résolution la plus basse, qui est le karyotype, ici la puce ADN dont je viens de vous parler, et puis exome, génome. Donc on a une résolution qui est maintenant de l'ordre de la paire de bases, avec une augmentation du taux de diagnostic comme on l'a vu. La conséquence, c'est qu'on va pouvoir identifier beaucoup plus de variations entre deux individus. Là, vous voyez que pour l'exome, on a au moins 20 000 variations si on séquence deux personnes. Et ça va jusqu'à plusieurs millions de variations quand on fait un génome. Il faut bien se rendre compte qu'il faut identifier le variant ou les variants qui sont en cause dans la pathologie
au sein de toutes ces millions de variations. Donc c'est un petit peu comme rechercher une aiguille dans une bonne de foin. Et donc là, il va falloir des personnes expérimentées, des outils bioinformatiques pour traiter, filtrer toutes ces données. Évidemment, quand on a accès à des études beaucoup plus exhaustives, eh bien, on a beaucoup plus de chances, de risques de trouver des données fortuites, on va dire incidentales, qui n'ont rien à voir avec la pathologie recherchée. Et c'est ce sur quoi je vais me focaliser ce matin, sur les données additionnelles, donc qui n'ont rien à voir avec la donnée primaire qui correspond à la maladie pour laquelle on a fait l'analyse. Et on distingue les données incidentales, dont je viens de vous parler, et les données secondaires, où là on va faire une recherche active de variations dans une liste de gènes déterminés. Et dans ces données secondaires, eh bien, on a soit la recherche de prédisposition dans une liste de gènes dits actionnables médicalement, où on peut prévoir des mesures de prévention ou de soins, et puis des tests préconceptionnels qui correspondent surtout aux maladies récessives. Donc on voit que par cette recherche de données secondaires, on tend vers une médecine préventive, prédictive, mais il y a des limites, des contraintes, et je voudrais vous sensibiliser à ça. Alors, tout d'abord, par rapport aux prédispositions, eh bien, dès 2013, l'ACMG, donc l'American College of Medical Genetics and Genomics, a publié des recommandations en disant que pour toute personne qui a un séquençage, tout patient qui a un séquençage d'exome ou de génome, eh bien, on va rechercher activement des variations dans une liste qui était au départ de 56 gènes et qui est maintenant de 59 gènes. Donc ça correspond à 27 pathologies et principalement des prédispositions au cancer, des maladies à risque de dissection aortique ou artérielle, des cardiomyopathies, des troubles du rythme, donc avec risque d'arrêt cardiaque, et certaines maladies métaboliques ou susceptibilité à l'hyperthermie maligne. Alors, le fait que ce soit obligatoire a fait débat, controverse, et finalement, un an plus tard, ils ont dit, bon, on va peut-être quand même demander aux patients s'ils souhaitent qu'on fasse cette recherche active. Je précise que cette recherche n'était pas faite en France, c'était illégal. Il y a eu aussi des interrogations par rapport aux mineurs. Donc ce sont des maladies qui ont un début à l'âge adulte. Quel est l'intérêt pour l'enfant? En France, dans le cadre du diagnostic présymptomatique, c'est autorisé uniquement s'il y a des mesures de prévention ou de soins immédiates pour l'enfant ou pour la famille. Et puis cette publication, mais qui date de 2015, vers un consensus européen qui n'est toujours pas acté, ni en France. Alors justement en France, eh bien, il y a le comité consultatif national d'éthique qui s'est penché sur la question en 2016. Ils ont repris la formule de l'UNESCO de 2002, génétique, jusqu'où peut-on aller trop loin. Ils l'ont reformulé sur jusqu'où a-t-on le droit d'aller. Et ils mettent en garde sur cette évolution technique qui ferait passer d'une génétique dont l'objet central était d'expliquer la maladie, de faire un diagnostic pour le patient, à une génétique dont l'objectif principal serait de prédire cette maladie avec le risque d'atteinte à la liberté que ça peut comporter. Le contexte actuel, c'est que l'on va vers une médecine génomique. Il y a actuellement la mise en place du plan France Médecine Génomique 2025. Les maladies concernées seront des maladies rares, mais aussi des cancers, héréditaires ou non, des maladies complexes comme le diabète. C'est un véritable enjeu de santé publique, un enjeu à la fois scientifique, clinique, technologique et également économique. Cette année, normalement dans l'année de 2019, il y a des études pilotes qui vont se mettre en place. L'objectif initial, c'était de prévoir plus de 200 000 génomes par an dès 2020. Donc cet objectif ne va pas être tenu, mais c'est quand même
cette dynamique qui est en place avec deux plateformes qui sont en train d'être mises au point en France. Moi, je voudrais vraiment insister sur les difficultés d'interprétation des données que l'on a, c'est-à-dire quand on a une variation dans le code génétique, donc un changement de lettre dans le code génétique, eh bien, cette variation, ce variant, il peut être considéré comme bénin, c'est un polymorphisme, il peut être caractérisé comme pathogène à l'origine de la maladie. On peut aussi avoir des variants protecteurs, alors on les connaît moins. Si on ne sait pas trancher entre bénin et pathogène, eh bien, on va le classer en variant de signification inconnue, en attendant d'avoir des données complémentaires. Et donc, cette analyse nécessite des généticiens biologistes compétents pour l'analyse d'NGS, avec l'aide de bioinformaticiens, où certains ont la double casquette, des outils bioinformatiques adaptés, et une confrontation clinico-moléculaire qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va, lorsque mes collègues au laboratoire ont un résultat, on va discuter, nous, les cliniciens, pour savoir s'il y a une bonne corrélation entre les signes cliniques du patient et l'anomalie génétique qui a été identifiée. Et ça, c'est d'un apport très important pour la fiabilité de l'interprétation et des résultats qu'on va rendre aux patients. Si je reviens aux données additionnelles dont on parlait, on est là chez des personnes qui n'ont pas de signes cliniques en rapport avec l'anomalie génétique identifiée et pour lesquelles il n'y a pas d'antécédents familiaux. Donc on perd cette fiabilité et cette qualité d'interprétation. Et donc ça, c'est un point à vraiment garder en tête. Par ailleurs, si on a identifié un patient pathogène, par exemple une prédisposition au cancer dans une famille, il y a des cas de cancer, voilà, c'est certain dans cette famille. Si on retrouve ce même variant en population générale, chez une personne qui n'a pas d'histoire de cancer, ni personnel, ni dans sa famille, est-ce que ce variant a le même effet? Eh bien là, on a des difficultés aujourd'hui pour estimer ce surrisque potentiel. Il y a certaines études qui commencent à être menées dans des populations âgées, notamment la cohorte Welderly aux États-Unis, sur des personnes qui sont âgées de plus de 80 ans et qui sont en bonne santé. Et là, ils ont fait un séquençage de 600 génomes et ils n'ont pas montré de différence significative sur la prévalence des variants de la liste des gènes de la CLG. Donc attention, il y a aussi des facteurs protecteurs à prendre en compte, qu'on ne connaît probablement pas suffisamment, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, prendre en compte l'hygiène de vie, la qualité de vie, donc avoir une approche plus globale pour estimer précisément, le plus précisément possible, le risque chez une personne donnée. Et puis on a une évolution des connaissances avec le temps, puisqu'on identifie des nouveaux gènes, des nouveaux variants, et on va avoir plus de données pour mieux catégoriser un variant qui peut passer de variant de signification inconnue à variant pathogène, mais on peut aussi avoir l'inverse. C'est-à-dire que là, je vous donne deux exemples. Dans le gène BRCA2, donc des mutations dans ce gène confèrent un risque augmenté de cancer du sein et de l'ovaire. Eh bien, il y a deux variants qui étaient considérés comme pathogènes et qui sont maintenant reclassés comme variants de signification inconnue, et peut-être que dans les années à venir, ils seront finalement classés bénins. Alors, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir pour des femmes chez qui on a donné ces résultats de variants pathogènes, qui ont choisi un traitement prophylactique avec ablation des deux seins, à qui on va finalement apprendre quelques années plus tard que finalement ce variant, il est peut-être bénin. Il y a également comment gérer la réinterprétation des données des NGS et le recontact des patients. Et là, je vais laisser mon collègue vous en parler juste après. Je voulais aborder maintenant les tests préconceptionnels. Bien sûr, on fait des tests préconceptionnels depuis des années. On va le proposer s'il y a des antécédents familiaux.
en particulier pour les maladies autosomiques récessives comme la mucoviscidose ou des maladies liées à l'X comme la myopathie de Duchenne. Donc on va nous recevoir en consultation des apparentés qui sont asymptomatiques mais qui peuvent être porteurs sains de cette maladie et avoir un risque de transmettre à leur descendance. On va aussi le proposer s'il y a un lien de parenté, puisque la consanguinité peut augmenter le risque de maladie autosomique récessive. Donc ça se fait dans le cadre d'une consultation génétique par un généticien ou un conseiller en génétique, avec l'information adaptée et puis le consentement avant le test génétique. Maintenant, avec toutes ces données issues du NGS, eh bien, on a une accessibilité beaucoup plus facile pour aller regarder sur ces gènes, soit si on a fait une étude d'exome-génome, ou alors si on constitue un panel de gènes et on va pouvoir faire l'analyse assez rapidement. Les lignes sont en train de changer. On a le rapport du CCNE concernant la révision actuelle de la loi de bioéthique, donc là ça date de septembre 2018, où le CCNE souhaite que ces tests soient proposés à toutes les personnes en âge de procréer après une consultation de génétique concernant des maladies monogéniques graves, et ils vont jusqu'à se dire on pourrait explorer les possibilités d'extension à la population générale et propose qu'une étude pilote soit conduite pour évaluer les conséquences en termes de santé publique, de retentissement psychologique et de coûts. Et donc là, je vais aussi laisser Emmanuel Rialsebag vous en parler ensuite. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux majeurs en termes de santé publique, que cette médecine prédictive, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une illusion? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de données scientifiques fiables pour estimer un risque assez précis pour une personne donnée. Et si on estime qu'il y a un bénéfice à faire ces recherches, à proposer ces données secondaires, eh bien, pourquoi le proposer seulement aux patients, qui est déjà fragilisé par une pathologie? Il faudrait pouvoir le proposer en population générale. Et dans quelles conditions on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on a les ressources médicales en termes de généticien, conseiller en génétique? Est-ce qu'on a les ressources paramédicales? Quel coût ça va générer? Est-ce qu'on va... Oui, pour le coup, un élément quand même, c'est de vous dire, si on prend la liste des 59 gènes de la CMG, on estime qu'il y a 1,5% à 3% de la population et qui est porteur d'une variation dans ces gènes. Mais si on augmente la liste, parce qu'il y a d'autres équipes qui proposent des listes de plus de 100 gènes, 200, là on peut se dire que la proportion pourrait passer à 5%, voire un peu plus. Donc c'est pas si négligeable finalement quand on prend l'ensemble de la population. Est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va décider que ça représente une priorité de santé publique ou non? Moi, je veux aussi insister sur le risque de discrimination que ça peut induire pour les complémentaires de santé, pour les assureurs, etc. Par rapport aux tests préconceptionnels, il faudra établir une liste de pathologies, une liste de gènes à étudier, à explorer, jusqu'où on va. Aujourd'hui, au niveau légal, l'interruption médicale de grossesse en France est encadrée. Dans le texte de loi, il est dit une pathologie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, mais il n'y a pas une liste établie de pathologies. Donc ça pose aussi question. Et puis l'encadrement juridique que ça aura. Donc il y a un risque de surmédicalisation, de générer beaucoup d'anxiété auprès de patients, mais d'individus qui ne sont pas concernés par la pathologie encore. Et puis l'illusion de réduire au tout génétique et de ne pas avoir une vision plus globale de la personne. Je travaille au sein du groupe Data Santé et avec mes collègues du CAFI, en particulier Guillaume Durand et puis notre étudiante Manon Guillet, sur la thématique de favoriser l'autonomie du patient, de l'individu, face à ces tests génétiques. Il nous semble vraiment important d'améliorer l'information
et la formation en population générale, de dissocier la donnée primaire des données additionnelles avec deux temps différents, plutôt deux consentements différents, d'accompagner vraiment les personnes par une équipe compétente, de généticiens, de conseillers, de psychologues aussi, pourquoi pas de faire appel à des associations de patients, pour des groupes de parole, d'avoir un délai de réflexion avant de décider de faire ce test génétique, et puis de bien informer sur le respect du droit de ne pas savoir, qui risque d'être probablement plus compliqué dans les années à venir. Alors en perspective, eh bien, nous attendons la révision de la loi de bioéthique. Qu'est-ce qui va être décidé par rapport aux données additionnelles? Dans les informations que j'ai, mes collègues nous diront s'ils en ont plus, mais pour le plan France Médecine Génomique, pour l'instant sur les plateformes, le choix de rechercher les données secondaires ne sera pas donné aux patients, sauf pour les études pilotes. Et donc là, on va participer très prochainement à l'étude d'EFIDIAC pour la défiance intellectuelle, qui concerne les enfants. Et le choix de données secondaires sera proposé aux parents de l'enfant et pas à l'enfant. Donc on ne sait pas encore comment on va pouvoir mettre en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Quid des tests préconceptionnels? Donc là, vous allez en reparler. Et puis moi, je voulais élargir sur une question un peu plus large, sur finalement quelle société nous souhaitons pour demain. Un petit clin d'œil au film que vous connaissez probablement, Bienvenue à Gattaca. Est-ce que, voilà, en termes de discrimination, de déterminisme tout génétique, et là, on a vraiment besoin d'un encadrement juridique, éthique par rapport à ça. Et donc, en tant que médecin, je terminerai sur primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Et je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à mes collègues.